découvrir comment transformer sa relation avec le stress. Parce que Dieu sait que ça touche beaucoup de gens, le stress. En fait, c'est probablement ce qui touche tout le monde sur la planète présentement. Tout le monde est stressé de façon chronique. Du moins, tout le monde que je vois dans mon bureau ou qui ne vit pas dans le fond du bois, dans une hutte. Donc, on a un mode de vie beaucoup plus stressant qu'avant. Et parfois, on se fait dire des choses par rapport au stress. On ne sait pas trop comment le prendre. Des fois, il y a des gens qui essayent justement de gérer leur stress, puis ont l'impression juste de rajouter du stress par-dessus leur stress avec tout ce qu'ils entendent. Puis juste entendre le mot stress, ça les rend stressés. Donc, on veut voir ce soir comment transformer sa relation un petit peu avec le stress. Dans les commentaires, n'hésitez pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sentez l'effet du stress sur votre santé, qui avaient l'impression que ça a un impact quand vous en accumulez trop peut-être? Ou peut-être que vous réussissez très bien à gérer le stress, puis que vous ne ressentez pas trop ses effets, mais que peut-être qu'il y en a quand même. Ça, c'est mon cas. Moi, j'ai tendance à être comme ça, à pas trop sentir le stress, puis pas vraiment faire d'anxiété. C'est séparé, hein, le stress et l'anxiété, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui confondent. Donc, même si j'accumule beaucoup de stress, je ne le ressens pas beaucoup et je ne ressens pas d'anxiété face à ça. Ce qui fait qu'il faut que je m'oblige à avoir des stratégies quand même, parce que sinon, comme tout le monde, je ne suis pas immun aux effets que ça peut avoir à long terme. Déjà, il faut passer aussi, on parlait du sujet du jour, justement, Alexandre et moi, avant d'arriver ici, puis de juste faire la nuance que le stress n'est pas complètement mauvais. Il y a du stress qui peut être intéressant, tout dépendant de notre capacité de récupération aussi. Donc, aujourd'hui, on parle des déséquilibres de stress, des dysfonctions de stress, principalement de stress chronique. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant. Puis, on veut amener le point numéro 1, c'est de reconnaître le stress et les effets négatifs du stress, parce qu'on a souvent tendance à le banaliser, de dire que ah ouais, je suis stressé, mais c'est pas grave, ça va se replacer, ou c'est une période, mais la période revient, elle revient à chaque mois, on le banalise vraiment beaucoup. Donc, c'est quoi les effets du stress? C'est quoi que ça a comme impact sur notre métabolisme? C'est pas tout de façon séparée dans notre corps. Pour ceux qui nous connaissent, qui nous suivent déjà depuis longtemps, vous savez qu'on a une approche très globale avec les 5 systèmes, les 8 habitudes magiques, et de comprendre que tout est lié dans le corps, tout est connecté. Comme si tu as une présentation à faire devant du monde. Peut-être qu'au secondaire ou au cégep, tu avais des présentations à faire devant des gens, puis là, tu étais hyper stressé, puis il fallait que tu ailles aux toilettes souvent, avant de faire ta présentation. Mais tu remarques que ça a un effet sur mon système digestif. C'est pas juste mon côté mental. On sent la nervosité, on se sent plus agité. Au niveau de notre système nerveux, on ressent l'impact. Donc, il ne faut pas isoler toutes les choses. De voir qu'au niveau hormonal, il y a plus d'adrénaline, d'épinéphrine, il y a au niveau des hormones également, il y a des changements, plus davantage de cortisol. C'est encore là, c'est l'effet chronique, long terme, trop élevé comme ça, qui devient inintéressant pour notre santé. Ce que ça peut faire, ça peut créer davantage de résistance au niveau de l'insuline. Et ça, cette insuline-là, elle est importante justement dans le stockage de sources d'énergie, entre autres de stockage de gras dans notre corps. Et si on est résistant, on a besoin de plus d'insuline dans notre corps pour essayer de faire rentrer les molécules. Donc, on a plus d'insuline pour faire rentrer des choses dans nos cellules. On ne veut pas rentrer tout le temps plein de gras parce que c'est pas ce qu'on veut. On veut viser de la perte de gras ou un maintien de santé, puis on veut une bonne utilisation de nos nutriments, de nos sources de gras, de glucides. Donc, ça en est une des sources où on banalise, mais au fil du temps, on s'en rend compte. Puis c'est je pense, un des pourquoi qu'on le banalise, c'est aussi parce que c'est pas instantané. C'est pas du jour au lendemain, je suis plus capable de fonctionner. Mais tranquillement, j'ai 10 sur 10 d'énergie quand je suis plus jeune. Puis là, il y a un horaire de vie chargé, la famille, le travail.
Puis là, tranquillement, je deviens à 9 sur 10. Puis là, on remarque qu'on est un peu plus fatigué, mais on ne met pas toujours tous les outils en place. Puis le 9 sur 10 devient notre nouvelle normale. On s'habitue à ça. Tranquillement, notre 9 sur 10, c'est bon, je suis correct, j'ai de l'énergie. Ça descend. 8, 7, 6, 5. Puis finalement, on voit qu'il y a des gens qui viennent nous voir, puis hey, j'ai de l'énergie 10 sur 10. Puis finalement, quand on fait la transformation, on se rend compte, OK, le 10 sur 10 que je pensais ou le 9 sur 10, je me rends compte que finalement, c'est peut-être plus un 5 sur 10. J'avais oublié comment ça pouvait filer être 10 sur 10. Puis même des fois, on a l'impression d'être hyper, d'avoir un trop plein d'énergie parce qu'on n'est pas habitué d'avoir ça, on n'est pas capable, on n'est pas habitué de gérer ça. Donc, c'est ces incidences-là au niveau de la fatigue qu'on ne se rend pas toujours compte et au niveau de la perte de poids, les changements hormonaux aussi qui viennent avec ça, ça fait partie des effets négatifs du stress qu'il faut prendre en considération. En numéro 2, mais il y a plusieurs sources de stress. Quand on parle de stress, on a tendance à penser au stress mental. C'est généralement c'est le premier qui nous vient en tête. On parle aujourd'hui du grand chapeau de stress. Parce que oui, le stress psychologique rentre là-dedans. Être une maman, gérer l'aspect familial, les repas, gérer notre carrière, on a des ambitions au niveau de notre carrière, juste le train-train quotidien, toutes nos inquiétudes, tout ça, le stress de performance qu'on se met, et c'est présent. On amène là-dedans difficulté au niveau de notre sommeil. Je ne récupère pas suffisamment. Je n'ai pas assez de quantité ou je n'ai pas assez de qualité de sommeil. Ça aussi, ça a un effet. Donc, par exemple, au niveau de, justement, on parle des différentes sources de stress. Je veux avoir de l'énergie. Je veux que mon cerveau soit efficace durant ma journée parce que tu as un travail exigeant, tu es ambitieuse, puis tu veux performer, tu veux être focus, avoir ton énergie. Puis qu'à la fin de la journée de travail, il te reste de l'énergie pour ton quotidien, pour vivre ta vie. Mais quand on a un mauvais sommeil, ça ne permet pas à notre cerveau de faire sa détox de façon efficace. Qu'est-ce qui se passe dans un sommeil, surtout quand on arrive vraiment dans le sommeil profond? Notre cerveau, c'est comme une éponge qui est plein d'eau. Quand on arrive dans les bonnes zones de sommeil, on squeeze l'éponge. Ça peut réduire jusqu'à 40 %. Donc, évidemment, si je squeeze une éponge pleine d'eau, qu'est-ce que ça fait? L'eau, elle s'en va. C'est exactement ce qu'on a besoin de faire. On a besoin de faire un backwash, un changement d'eau. On a besoin d'amener de la nouvelle eau, de l'eau fraîche pour avoir cette détox-là. Mais quand on n'a pas une bonne qualité de sommeil, le cerveau ne fait pas cet effet d'éponge-là, ne fait pas sa détox. On se réveille le matin, on est un peu perdu où est-ce qu'on est, on a les yeux collés, on a de la difficulté à se lever le matin, puis on a de la difficulté à se concentrer durant la journée et à avoir d'énergie. Puis là, on essaie de pallier à ça avec prendre de la caféine, amène-en des cafés, puis ça fait pas la job. Ça nous maintient un minimum, mais pas plus que ça, puis on drive davantage dans le côté stress parce qu'on n'a pas toutes les capacités pour gérer ça. Fait que c'en est un des exemples. Oui, il y a beaucoup de sources de stress, effectivement. Puis ça a plusieurs impacts au niveau de la santé. Puis je pense qu'une des choses qu'on voit beaucoup, c'est justement cette approche en silo-là qui est du stress. Donc, comme dans tout, c'est une des choses sur lesquelles on se bat beaucoup chez les spécialistes santé, l'approche en silo en général. Donc, de toujours regarder à travers une paille, d'être hyper spécialisé puis de ne pas faire de lien. Donc, ceux que ça fait un bout que vous nous suivez, vous le savez, l'approche globale, c'est notre mot d'ordre, c'est par ça qu'on vit, c'est ça qu'on respire. Et pour nous, il n'y a rien de pire que de toujours regarder à travers une paille puis de ne pas faire de lien avec ce qu'il y a. Il faut se décoller le nez de l'arbre pour pouvoir voir la forêt.
Donc, avec le stress, ce n'est pas différent. Il y a souvent une approche en silo qui est apportée. Donc, par exemple, quelqu'un va avoir de la fatigue ou de la difficulté à se concentrer. Bon, parfait, on te donne un petit Concerta, une petite pilule pour le TDA. Ou, tu fais une dépression, tu une petite pilule avec de la psychologie ou un psychologue. C'est pas que c'est pas correct de prendre ces actions-là, mais est-ce que c'est la seule chose à faire? Est-ce que c'est la seule source? Quelqu'un qui fait une dépression, la cause, c'est-tu un manque de Seroquel? C'est qu'il y a d'autres choses à travailler, il y a d'autres choses à aller voir. Puis le psychologue peut définitivement être nécessaire, parce que oui, l'aspect psychologique et émotionnel est souvent en cause, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a 5 grands systèmes dans l'être humain. Le système émotionnel, c'en est juste un. On a le système biochimique, parfait, c'est là qui joue ton petit Seroquel. Mais on a l'aspect physique, on a l'aspect neurologique, on a l'aspect énergétique ou spirituel. Puis quand on regarde, je donne par exemple la dépression, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quoi, mais la dépression, si on prend par exemple quelqu'un qui a les pieds vers l'intérieur, automatiquement, ça va amener ses genoux vers l'intérieur, ses hanches vers l'intérieur, ça va créer un plus gros creux de bas de dos, un plus gros creux de cou, ça va amener les épaules vers l'intérieur et cette posture-là est associée à une augmentation de 40% de la cortisol. Une augmentation de 40% de la cortisol, qui est l'hormone de stress. Ça va être associé qu'une diminution de 20% de la testostérone. Une diminution de 20% de la testostérone, qui est une hormone qui apporte de l'énergie, de la drive, puis qui est anti-prise de poids. Et en général, ben, ce profil hormonal-là et cette posture-là va être associée avec une humeur dépressive. Donc là, on donne le petit Seroquel, on donne la petite psychologie, mais on n'adresse pas, par exemple, dans ce cas-ci, les pieds de la personne. Puis on n'aura jamais une réponse adéquate à long terme. Donc, on va avoir quelqu'un qui va retourner sur le marché du travail après, puis qui va retourner en burn-out quelques mois après son retour sur le marché du travail. Parce qu'on n'a pas décollé le nez de l'arbre, on a continué à regarder à travers notre paille de ce qu'on fait d'habitude, puis on n'a pas décollé. Ça prend une approche globale. T'sais, on le sait, l'exercice, c'est 1,5 fois plus efficace à réduire les symptômes légers à modérés de dépression, de stress psychologique puis d'anxiété que la médication ou la thérapie cognitivo-comportementale. Selon l'auteur d'une méta-analyse, le Dr. Bensing. Donc, c'est pas rien, là, juste faire de l'exercice. C'est un des meilleurs médicaments qu'on a au monde. Combien qu'il y a de gens, puis ça, je parlais avec Dr. Michel Marignan, feu Dr. Marignan, qui est un chirurgien orthopédiste de renom en Europe, en France. Il enseignait à l'Université de Lyon. C'est quelqu'un qui a aidé à développer la posturologie, entre autres, l'auriculothérapie. Et Dr. Marignan mentionnait qu'en France, il n'y en a pratiquement pas de prescription pour le TDAH là, de Ritalin Concerta. Ils vont avoir tendance à prescrire beaucoup plus de l'activité physique, par exemple. Parce qu'ils se rendent compte que c'est pas normal, un enfant qui est assis 8 heures par jour puis d'y demander de se concentrer aussi, là. Qu'il y en a beaucoup que c'est entre autres parce qu'ils manquent de bouger. Puis pas juste de bouger un bloc en début de journée, mais à travers la journée. Ça fait une différence. Donc, c'est vraiment d'avoir une espèce d'approche globale, puis de regarder l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer toute cette chose-là. On parlait de stress, d'anxiété tantôt. Il y a un réflexe qu'on appelle le réflexe de paralysie de la peur qui peut créer de l'anxiété sans qu'on s'en rende compte. Puis qui va nous mettre dans un état de système nerveux sympathique, de combat-fuite constamment. Là, on est d'un point de vue neurologique. Combien de fois vous pensez que c'est regardé, ça? Donc, c'est toutes ces choses-là à prendre en considération que la paille, elle existe, là, mais il y a d'autres choses. Oui, cet arbre-là, il est beau, mais il y a une forêt, là, puis il y a des connexions qui se font. Les arbres se parlent, il y a un écosystème à travers ça. Il y a d'autres choses à regarder. Donc, c'est vraiment important de sortir de cette approche en silo-là, puis d'aller vers une approche globale. Justement, tu parles de l'approche globale par rapport au niveau du stress, de l'énergie. Puis c'est quoi le stress? C'est une perception. Une perception.
C'est une perception qu'on reçoit de l'information, qu'on prend en considération dans notre système nerveux, dans notre cerveau, et qu'on renvoie un signal, une réaction, une action qu'on a. On a parlé d'un certain réflexe, justement, qui nous maintient dans un mode de stress. Un des grands classiques chez des gens TDA, TDAH, on le remarque plus chez les enfants parce qu'ils ont moins de mécanismes de compensation, sont plus réactifs, tandis que quand on est plus adulte, on se contrôle, mais on ressent quand même ces choses-là, peut-être à un peu moindre échelle. C'est peut-être des choses que tu as vécues quand tu étais plus jeune, mais les textures de linge, les étiquettes qui sont là dans ton linge sont là, puis déjà ça t'achale. Après ça, on va souvent voir ceux qui sont en classe, on est assis, puis on passe nos pieds en arrière des pattes de chaise comme ça pour essayer de se stabiliser. Puis là, on va essayer peut-être prendre quelque chose dans les mains pour toujours jouer avec ça. Un crayon, quelque chose, pour toujours essayer d'occuper, de changer d'essayer de se garder un certain focus pour ne pas vouloir bouger partout. Fait que c'est quelque chose qu'on essaie de faire pour nous ancrer. Ça bouge dans la classe ou peut-être dans ton environnement de travail, tu entends du bruit un peu partout. Juste de gérer tout ça au niveau de ton système nerveux central, tout le côté sensitif. C'est une surcharge d'informations que ton cerveau a de la difficulté à assimiler. Puis après ça, on te demande hey, viens te concentrer en classe, viens te concentrer au travail. C'est sûr que tu as de la difficulté à te concentrer. Puis, hey, focus. Comment je fais ça? C'est quoi focus? Je suis déjà en surcharge d'informations sensorielles que j'ai de la difficulté à gérer. Donc, il faut revenir dans cette base-là, solidifier notre métabolisme, solidifier notre système nerveux pour être capable de nous remettre dans ce contexte-là, puis qu'on ne soit pas déclenché par le moindre bruit, la moindre chose au niveau visuel et tout. Puis là, on va être capable de mieux gérer le stress. Un peu quand tu es super fatigué, puis il se passe des événements, ça se peut que tu sois moins patient, moins patiente à ce moment-là. Mais c'est ton métabolisme, c'est ton système nerveux. Et tu t'en rends compte sur l'effet du stress. Puis il y a plein de sources de stress qu'on oublie, qu'on ne sait pas nécessairement. Alors, qu'on pense bien manger parfois, puis finalement, hey, il se retrouve plein de glyphosate dans certains aliments. Par exemple, dans le fameux chou kale, ça en est une des sources. Dans le blé, on peut retrouver plein de glyphosate qui vient affecter notre digestion, qui vient affecter notre microbiome. Puis quand on prend une pilule, par exemple, pour jouer au niveau de nos neurotransmetteurs, au niveau de notre sérotonine, par exemple, alors qu'on sait que 90% de la sérotonine est produite au niveau de nos intestins, c'est correct d'avoir quelque chose pour notre cerveau. Il faut aussi prendre soin de nos intestins. Il faut faire ces connexions-là ensemble et d'avoir une approche globale à travers ça pour être le plus efficace possible, autant à court terme, pour faire une transformation rapide, pour que les choses tiennent à long terme aussi, puis qu'on n'ait pas toujours besoin d'avoir besoin d'une béquille. J'ai toujours besoin de ça. J'ai toujours besoin de ma médication. Si je ne prends pas ma médication, ça ne file pas bien. Mais ça, c'est ta situation de départ. Tu fais ça ne file pas bien. Je prends une médication. L'option A. Là, tu dis, si je ne la prends pas, je reviens dans ma situation puis je ne me sens pas bien. OK, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire que l'option A aussi. Tu peux faire des changements d'habitude de vie. Alex a parlé de l'exercice physique. Dépendant de ton contexte, ça peut être jusqu'à 1,5 fois plus efficace que les médications, que le travail de thérapie cognitivo-comportementale avec un psychologue, par exemple. Fait qu'il y a d'autres choses en à côté. C'est pas juste de dire ah ben si je le prends pas, je me sens pas bien. C'est sûr, c'était ça à la base. Mais il y a d'autres options aussi à regarder, puis qui peuvent être, c'est pas nécessairement un ou l'autre non plus. C'est une approche globale. On peut prendre ça, ça me fait sentir mieux pendant que j'ai plus d'énergie puis je me sens mieux. Je suis plus apte à mettre les autres options en place, comme l'exercice, comme mieux manger, comme un meilleur sommeil. Ça me permet de faire ces choses-là, d'aller mieux pour ne plus avoir de besoin de la médication. Tant mieux.
Donc, c'est ça vraiment qu'il faut regarder comme mélange pour être le plus efficace possible. Ce qu'on veut, c'est que tu sois, notre point 4, que tu retrouves le pouvoir vers un équilibre émotionnel. On veut que tu puisses comprendre l'impact de ça comme la relation qu'on a avec la nourriture. En est un stress émotionnel. On a tendance souvent, des fois, à faire une bonne distinction en côté stress. Je ne suis pas stressé, mais j'ai de la difficulté à gérer mes émotions. Mais ça en est une source de stress. Puis si je suis stressé, il se passe un événement, ou c'est une grosse période au travail. Fin de la semaine, j'ai hâte à ma coupe de vin. J'ai hâte à ma coupe de vin pour décompresser de ma semaine, pour diminuer, alias, pour diminuer mon stress. Donc, on va se pitcher ailleurs, puis par exemple, la nourriture, puis généralement, c'est pas les meilleurs choix alimentaires qu'on fait quand on s'en va vers des sources alimentaires. C'est souvent des biscuits, des gâteaux. C'est plus rarement de la salade. Je me sentais pas bien. Là, je me sentais surchargé. Il y avait beaucoup de stress. Vraiment, là, j'avais vraiment besoin d'une grosse salade. C'est rarement ça qu'on entend. C'est un verre d'alcool, un drink, du vin, c'est vers le biscuit, morceau de gâteau, d'aller au resto puis de manger la malbouffe. C'est plus ça. Ça ne te permet pas d'avoir, justement, de reprendre le contrôle de tes habitudes. C'était toujours réactive au stress qui se passe. Tu n'es pas en mode action, tu es en mode réaction à ce qui se passe. Et si tu veux un équilibre dans ta vie, équilibre travail, équilibre de famille, de vie, équilibre juste pour toi, pour te sentir bien, puis pouvoir avoir un impact positif, te sentir bien, puis pouvoir rayonner avec ton sourire sur les gens autour de toi. Alors qu'à l'inverse, pense-y, si tu n'es pas toujours avec le sourire en train de rayonner auprès des gens autour de toi, là, qu'est-ce que tu amènes aux gens autour de toi aussi? C'est peut-être pas ce que tu veux amener justement pour ta famille, pour tes enfants. Prendre soin de toi, c'est super puissant de faire cette forme de soin-là, de prendre des moments pour toi, de reprendre le contrôle au niveau de ton stress, au niveau de tes habitudes de vie, de te sentir bien parce que tu vas pouvoir redonner davantage, tu vas pouvoir rayonner sur les gens autour de toi, sur ta famille, sur tes amis, les personnes qui te sont chères autour de toi. C'est ça qu'on veut parce qu'on est des humains, on est des êtres sociaux aussi. Puis on veut avoir cet impact-là, on ne veut pas être isolé, toute seule, je me sens bien puis je parle à personne. Non, je veux me sentir bien, je veux avoir de l'énergie, puis je veux en profiter de cette énergie-là pour créer quelque chose. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui est pertinent, parce que la santé, c'est un moyen, c'est un outil pour pouvoir créer quelque chose, des moments en famille, avoir une maison ou un chez-soi, profiter de ce chez-soi-là, profiter des moments en famille, profiter des moments en amis, profiter des vacances, profiter des voyages qu'on fait, plutôt que juste aller en vacances. Quand tu arrives en vacances, tu dis il faut que je me repose du travail. Tu ne profites pas de ton quotidien si tu n'es pas capable de bien gérer ton stress. Fait que déjà, si on fait ce déclic-là, c'est vraiment une prise de conscience, mais pas ouais, je le sais à peu près. Non, mais être très conscient de ça, ça va peut-être t'aider justement à te dire hey, c'est vrai, je réalise l'impact que ça peut avoir, puis t'amener justement dans des changements positifs. Te dire hey, oui, je veux vraiment prendre le contrôle. Parce que c'est une décision consciente qu'il faut faire. C'est une des parties très importantes qu'on voit chez les gens qu'on suit, chez Spécialistes Santé. Puis il y a un axe super important à mettre en pratique dans les programmes qu'on fait. C'est une partie intégrante ou intégrale de ce qu'on fait. Oui, puis il y a une chose à comprendre aussi, c'est que c'est correct d'avoir des émotions négatives.
c'est correct de vivre des choses qui ne sont pas positives aussi. Donc, c'est normal, on est humain, puis en fait, on est programmé pour être négatif dans la vie. Être positif, c'est un peu un luxe, puis c'est quelque chose qu'il faut décider quand on va être positif. Parce que d'emblée, on est programmé au niveau neurologique, notre cerveau survivaliste reptilien, programmé pour qu'on soit négatif. Parce qu'il est programmé pour trouver les dangers dans l'environnement. Il y a un buisson qui bouge là-bas, ou c'est peut-être quelque chose qui veut me tuer. Soyons négatifs, soyons prudents. C'est basé là-dessus la plupart de ce qu'on est. Là. C'est des millions d'années d'évolution basées là-dessus. C'est pas parti encore. Donc, pour être positif, c'est un peu un choix qu'il faut faire. C'est des actions à tous les jours, c'est des décisions, puis il y a des choses qui facilitent la tâche, évidemment, d'être vers là. Et c'est correct de vivre des émotions négatives, c'est normal de vivre de la tristesse, de la colère, des choses. Et vous devriez les exprimer. Vous devriez les exprimer devant votre famille, vos amis. Être capable d'avoir des relations saines, c'est ça aussi. C'est des gens qui sont capables d'accueillir ces émotions-là. Puis vous supporter là-dedans. Par contre, si tout ce que vous apportez à vos relations, c'est du négatif, c'est là que ça devient problématique. Puis il y en a beaucoup qu'on voit malheureusement que c'est un peu ça. C'est juste vomir du négatif, 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 sans trop apporter de positif jamais. Puis c'est ça qui devient dommage puis dommageable. Puis une des actions les plus puissantes pour pouvoir améliorer son niveau émotionnel vers du positif, c'est simplement la gratitude. Donc, je vais vous donner une couple d'exemples justement de gestion de stress. Là. Puis la gratitude en fait partie. C'est quelque chose que je recommande à pratiquement tous mes clients. Là. Prenez un journal. Juste un journal, un cahier. Ça peut être une feuille de papier si vous voulez. Puis vous écrivez des affaires pour lesquelles vous êtes reconnaissant réellement. Il ne faut pas le faker. Ce n'est pas un but fake it till you make it. C'est vraiment des choses que sincèrement vous êtes reconnaissant. Puis c'est pas obligé d'être grand-chose. C'est pas obligé d'être des choses. C'est pas obligé d'avoir gagné à la loterie, là, ou d'avoir un nouveau char. Ça peut être aussi banal que tu as apprécié le soleil ce matin. Ça peut être aussi banal que ça. Mais plus vous en écrivez, plus qu'on apprend en fait à apprécier les choses qu'on a déjà, plus on va être heureux dans la vie. Ça ne veut pas dire de ne pas vouloir aspirer à plus, hein, ça. C'est un mythe des fois que les gens pensent que la gratitude, c'est se complaire dans la médiocrité. C'est pas ça. Tu as le droit de vouloir aspirer à plus, de désirer plus, d'avoir des buts super ambitieux, mais quand même d'être reconnaissant pour ce que tu as déjà. Parce que sinon, tu fais juste toujours vouloir plus sans jamais apprécier ce que tu as, sans jamais être content. Fait que finalement, tu n'es juste pas content jamais du temps. Là. OK? Fait que ça, c'est un des outils les plus puissants. Ensuite de ça, il y a la méditation. Puis la méditation, ce qui est intéressant, ça amène le cerveau à se calmer puis à être au neutre. Quand on en fait plus longtemps, ça permet d'atteindre certaines zones cérébrales intéressantes aussi. Même des choses très intéressantes. Puis ça nécessite seulement 5 minutes par jour. C'est pas besoin d'être super long. Petite note par contre, généralement, plus on en fait, puis plus c'est long, plus qu'on a d'effets. Mais sans avoir besoin d'en faire pendant 1 heure par jour, 5 minutes peuvent suffire pour avoir des effets au niveau de la volonté. Méditer va améliorer votre volonté, peu importe quelle sphère de votre vie. Fait que si jamais vous avez du stress, du blâme, vécu par exemple, de l'auto-sabotage parce que vous avez l'impression de manquer de volonté, que ce soit sur vos finances, que ce soit au niveau de la bouffe, que ce soit au niveau de l'entraînement, peu importe. Mais la méditation peut aider sur tout ça. Parce que la méditation, en fait, c'est la capacité à se concentrer, à revenir à un état neutre, à se concentrer sur une chose. Fait que souvent, les gens ils vont se concentrer sur leur respiration. OK, donc je concentre sur ma respiration, puis là, mon esprit, il part ailleurs. Il part sur un de mes problèmes, là. Il est en train de penser à mon pneu crevé, puis qu'il va falloir que je le fasse réparer, puis il est en train de penser à ce que j'ai à faire pour demain au travail, puis il faut que je prépare le souper pour les enfants. Puis là, c'est ta capacité à ramener tes pensées, faire comme « Oh, wow, j'ai dérogé, moi, je suis supposé penser à ma respiration », puis ramener ça sur ta respiration. Puis à toutes les fois que tu fais ça, tu t'entraînes à revenir focus sur tes buts, tes objectifs. Donc, si ton but, c'est de t'entraîner 3 fois semaine, il y a un transfert qui se fait. C'est ce qui a été découvert à travers les chercheurs, les recherches sur la méditation. C'est une des pratiques les plus intéressantes à mettre en pratique.
une des moins sexy, puis que les gens ont tendance à moins les mettre en pratique, mais une des plus intéressantes. La respiration profonde aussi, c'est un truc excessivement important pour la gestion du stress. Puis ça peut être combiné, hein? Tu peux faire méditation et respiration profonde en même temps. 2 pour 1. La respiration profonde, en fait, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes qui jouent là-dessus. Le premier, c'est si tu expires lentement, automatiquement, ça a un effet parasympathique, anti-stress. Ça va aussi augmenter ta capacité à tolérer le CO2. Le CO2 aide à amener plus d'oxygène au niveau de tes cellules. Puis tolérer plus de CO2 va automatiquement diminuer ton anxiété dans la vie. Et finalement, quand tu respires profondément, tu fais bouger ton diaphragme qui vient littéralement masser ton nerf vague. Ton nerf vague, c'est ton nerf de ton système nerveux parasympathique, repos, relaxation, digestion. Donc, physiquement, tu stimules la relaxation. La journalisation, un truc très puissant qui aide à sortir les bébites. Donc, écrire ce qui s'est passé dans ta journée, puis sortir ça. C'est correct, là, par exemple, le journal des gratitudes, tu te remplis de choses positives avec ça. C'est correct. Mais maintenant, il faut que tu sortes les déchets, il faut que tu sortes la merde aussi. Il faut que ça s'exprime. Donc, quand il y a des émotions à vivre, il faut que tu les vives. Puis la journalisation peut être une des façons de faire. Donc, les émotions négatives que tu as vécues dans la journée, tu peux les mettre sur papier, les exprimer. Puis tu peux les laisser aller. Truc très, très, très intéressant à utiliser puis qui aide beaucoup de nos clients. Ça peut être la pratique d'activités créatives. L'art-thérapie. Qu'est-ce que ça fait, l'art-thérapie? Ben, entre autres, ça fait qu'on est focus, on est mindful sur une tâche. Pendant ce temps-là, on ne pense pas au reste. Donc, c'est une forme de méditation. De deux, tu viens stimuler ton hémisphère droit, ton hémisphère créatif, mais qui est aussi la pédale de frein. La plupart des gens ont un déséquilibre d'hémisphère gauche. Ils ont la pédale de gaz dans le tapis, donc pensée excessive, le petit hamster qui roule, puis toutes ces choses-là. Ils ont besoin de ralentir. Puis faire de l'art est une des façons de venir stimuler son hémisphère droit et de peser sa pédale de frein, sommeil profond, ralentissement des pensées excessives et tout ça. Parmi les autres choses pour aider avec les sources de stress, apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Ça a l'air tellement simple, pourtant tout le monde a de la misère avec ça. Parce qu'on dit oui à tout, on ne veut pas déplaire à personne, on veut être là pour tout le monde, on veut soutenir aux besoins de tout le monde. Finalement, on laisse nos propres besoins en dernier. Et qu'est-ce qui arrive? Ça crée beaucoup de stress dans la vie. Parce qu'on ne prend pas le temps d'évaluer si ça fit-tu réellement dans mon horaire, ça fit-tu vraiment dans ce que j'ai de disponible au niveau émotionnel, au niveau énergétique à donner, ou ça va juste drainer plus ma batterie. Est-ce que je vais être jammé justement, puis je manque de temps dans ma semaine finalement pour faire les activités que j'aurais besoin de faire, comme aller bouger ou bien manger? Donc, quand on n'apprend pas à dire non, on laisse les autres contrôler notre horaire plutôt que nous le contrôler. Puis on se ramasse avec un horaire hyper chargé de plein d'autres choses, puis on n'est plus en contrôle de notre niveau d'énergie. Ça ne veut pas dire de devenir égoïste et de dire non à tout le monde, là. OK? Mais il y a des fois qu'on dit oui puis qu'on devrait dire non. Puis que c'est pas grave de dire non. C'est pas une situation de vie ou de mort. Ton ami t'aimera pas moins parce que tu dis non. Tu sais, dire non à un souper, là, la personne ne va pas moins t'aimer. Okay? Tu as le droit de te reposer chez vous puis de pas avoir le goût nécessairement d'aller veiller tard ou boire de l'alcool puis tout ça ce soir-là. Ça se refait éventuellement un autre souper, c'est pas grave. Donc, il y a des occasions qui s'y prêtent. Évidemment, il y a des choses que tu ne peux pas faire, mais ça, c'est là, c'est de mettre, focusser là où tu as du contrôle. Ça aussi, c'est un des trucs. Arrêter d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Là. Donc, il y a des sources de stress dans la vie que tu peux gérer. Donc, avec des techniques comme ceux-là. OK? Ça, tu peux gérer, ça va aider à diminuer l'impact du stress. Il y a des sources de stress que tu peux éliminer. Tu sais, si tu es stressé financièrement, puis que tu achètes 8 Lotomax par semaine, ben déjà, si tu arrêtes de faire ça, puis tu vas au Tim Hortons tous les jours pour un café, arrête de faire ça, puis déjà, financièrement, ça va aller mieux. Va voir un conseiller financier, ça va t'aider. Donc, il y a des choses qu'on peut éliminer ou qu'on peut gérer. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas éliminer et qu'on est obligé de gérer d'une façon autre. Tes enfants, tu ne peux pas juste les tuer. Tu ne peux pas juste les mettre dans la rue. Ils sont à ta charge, puis je veux dire, ils ont des besoins, c'est des êtres humains. Donc, ça, il faut y répondre. Ben oui, puis c'est normal qu'ils passent un peu avant nous autres. Hein? C'est un peu normal. Donc, ça, ce n'est pas un stress qu'on peut éliminer nécessairement.
Bon, ça dépend peut-être de l'âge qu'ils ont, puis c'est quoi qu'ils font en soi, là, mais il y en a des stress parmi ceux-là qu'on ne peut pas juste éliminer. Donc là, il faut avoir des techniques de gestion du stress. Puis il faut après ça être capable de voir le stress comme un allié aussi parfois. OK? Pas juste comme un ennemi. Donc aujourd'hui, on voulait présenter un peu comme un ennemi parce que c'est vrai que ça a beaucoup d'impact négatif. Puis qu'il faut faire quelque chose là, parce que sinon, on crache dans le mur. Là. Mais il faut aussi le voir comme un ami quand on en a besoin. Le stress, c'est ce qui nous permet de performer aussi. Si tu as une conférence à donner, si tu as un atelier à donner, si tu as une performance sportive à faire, tu as besoin de ce petit stress-là, ce petit trac-là. Ça va te faire performer mieux ces choses-là. OK? S'il arrive quelque chose, ma fille, par exemple, elle s'est étouffée, elle avait 1 an. Okay? Elle s'est étouffée. Puis on était dehors dans un parking de IGA, elle s'est étouffée. Tu sais, j'étais bien content que le stress embarque. Là, tu as les instincts, tu as les réflexes qui embarquent, ça va vite. Tu penses super vite, ça passe. Tu as l'impression là, que tu as fait des choses pendant 10 minutes, puis ça a duré 30 secondes parce que le stress était là. Ça ralentit le temps, on dirait. Puis pendant ce temps-là, tu as le temps de faire plein d'affaires, puis tu réfléchis super vite. J'aimais bien mieux être dans cet état-là. Puis évidemment, j'étais quand même en contrôle. Que de ne pas avoir parce que tu peux avoir un certain niveau de stress qui est là, tu es juste overwhelmed, puis tu n'es plus en contrôle, puis tu es capable de réfléchir et rien faire. Là. Je ne parle pas de ce stress-là, mais d'un stress quand même contrôlé. Donc, ce bon stress-là permet de réfléchir mieux et tout ça. Donc, c'est juste important de réaliser que tous les stress ne veulent pas nous tuer non plus. Puis ceux qu'on ne peut pas contrôler, de pouvoir voir que peut-être servent à quelque chose. Mais d'apprendre à avoir des techniques de gestion du stress va avoir une importance cruciale. OK? Une des techniques que moi et Jérémy, on fait régulièrement et qu'on donne souvent à des clients, c'est un stress reset. Fait que c'est une autre technique de gestion du stress. C'est au niveau biochimique, celle-là. C'est des protocoles de suppléments pour faire une remise à zéro au niveau cortisol, puis résistance à cortisol, puis au stress, pour ramener de l'énergie, puis tout ça. Parce qu'on sait qu'on a un mode de vie, le go, go, go. On travaille beaucoup parce qu'on aime ça, ce qu'on fait, puis on ne perçoit pas ça comme du travail. Mais ça reste du travail, ça reste du stress. On a des enfants, on a un mode de vie qui n'arrête pas, on s'entraîne, tout ça. Donc, un moment donné, pour nous, c'est une stratégie qui nous aide à continuer dans ce mode de vie-là parce qu'on n'est pas prêt à simplifier notre vie au point où vraiment on aurait zéro impact. On n'est pas prêt à aller vivre dans le fond du bois et à faire une sieste à 13 heures. Là. Je n'ai rencontré quelqu'un, j'étais allé en Gaspésie une couple d'années avant la pandémie. Un gars qui travaillait pour la ville de Montréal qui faisait au-dessus de 200 000 par année. Puis, il me racontait que là, il travaillait pour la ville de Sainte-Anne-des-Monts au niveau des loisirs. Son salaire avait diminué du 3/4, mais qu'il était plus heureux que jamais. Sa haute pression était partie. Son diabète il avait diminué parce qu'il avait simplifié sa vie. À cette heure, il n'y avait plus de grosses demandes sur lui. Il pouvait prendre des breaks quand il voulait. Il profitait de l'air salin, qui a aussi des effets bénéfiques pour la santé en passant. Puis toutes sortes de choses comme ça, c'était simple, simple, simple. Il n'y avait plus tout ce stress-là. Donc, pour lui, ça l'avait aidé. Donc, il faut faire aussi ce qui marche pour soi. Hein.